J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald, qui est porte-parole des ETH. Benoît Grunenwald, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va aborder un thème qui est le DLP. Alors c'est un terme qui est assez ancien au final, mais qui commence à, on va dire, à ressusciter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est justement la définition et puis le rôle qu'a cette DLP? Alors la DLP, donc c'est Data Leak Prevention en anglais. L'idée c'est d'éviter la fuite de données au maximum, et notamment dans un cadre d'ouverture au télétravail, parfois forcé malgré avec les événements. Eh bien ce télétravail amplifie des phénomènes de fuite de données. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fuite de données n'est pas liée uniquement à de la malversation, à un comportement malveillant. Ça peut être lié également à des logiciels malveillants. On sait que les attaques de ransomware, bien souvent, sont précédées par des fuites de données qui permettent ensuite aux pirates, aux cybercriminels de faire pression sur celui qui ne voudrait pas payer la rançon. On sait également qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, donc sans intention de nuire, mais on peut parfois se tromper. Dans notre entreprise, par exemple, des Juliens, on en a énormément et on peut parfois se tromper de destinataire. Alors tant que ça reste dans l'entreprise, ça va, mais quand ça commence à sortir, c'est un petit peu plus compliqué. Et justement, sur la partie un peu technique, ça représente quoi une DLP exactement ? Une DLP, c'est assez simple, hein, c'est avant tout un agent que l'on va installer sur le poste de travail, et puis ensuite, bien entendu, une partie serveur, et une partie serveur qui prend de plus en plus de place dans le fonctionnement, notamment parce que chez nous, elle permet d'aller, par exemple, directement se connecter sur des services cloud, sur lesquels on va aller monitorer ce qui se passe. Pour Exchange en ligne, par exemple, on peut aussi récupérer des règles de DLP qui pourraient déjà être dans Exchange, les récupérer, les paramétrer et les renvoyer. Donc ça permet d'avoir une communication synchrone qui est très utile et qui évite d'avoir à deux endroits de faire des règles. Par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup parler quand il y a des fuites de données, on parle du cloud, vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment sur des mauvais paramétrages sur S3 ou sur des buckets S3. Votre solution, en tout cas, pourrait modifier ou en tout cas arranger cette partie-là? En fait, dans la détection que l'on fait sur les channels, on va pouvoir définir quels sont les workflows des données, quelles sont les données et ensuite quels sont les workflows autorisés pour ces données, donc à la fois en entrée et en sortie, je pense au mobile Android, mais également au bucket S3. Et donc on va aller paramétrer finement ce que l'on peut faire ou pas et quel est le circuit, le chemin que peut emprunter la donnée. La question aussi, c'est peut-être de savoir si la DLP est adaptée et comment elle s'adapte en fait en environnement PME notamment. La solution que nous proposons est une solution qui s'adresse à la fois aux PME et aux ETI. Elle a été construite en fait pour cette cible-là. Le déploiement de l'agent est quelque chose qui est assez conventionnel, commun. Et puis ensuite, la partie serveur, elle aussi se veut simple à prendre en main. Généralement, on accompagne nos clients, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel. Et cette prise en charge se fait assez simplement. On va laisser généralement un mois la solution tourner, récupérer, récolter des informations. Et à partir de là, quand on se pose avec le client pour faire un bilan, eh bien, on va pouvoir l'aider à classifier ces données, vérifier quelles sont les données qui circulent, où sont-elles, qui les utilise. Et on va beaucoup plus loin parce que la DLP, c'est aussi gérer les imprimantes, gérer les canaux. On pense WhatsApp, Telegram. Voilà, quand vous avez un smartphone professionnel, eh bien, vous avez également des moyens de faire fuiter l'information. Et donc, dans cette console unique, on va à la fois pouvoir paramétrer les règles, donc une partie plutôt technique, laissée à l'admin, et puis vous allez avoir une partie web console qui, elle, est plutôt destinée aux managers et aux COMEX. Alors, COMEX, peut-être que dans une petite et moyenne entreprise, c'est un bien grand terme, mais en tout cas aux managers et aux décideurs. Et c'est important parce que la notion de données de confidentialité n'est pas uniquement l'apanage de l'informatique, de l'IT. Celui qui sait quelle est sa donnée sensible, je pense à la R&D par exemple, eh bien c'est bien souvent le manager, le métier qui lui va pouvoir regarder, savoir, s'assurer que les données qui sont les siennes suivent le bon chemin et ne partent pas à l'extérieur. Peut-être en termes de points d'attention, il y a peut-être une complexité qui peut être pour ces structures un peu plus réduites, qui n'ont pas forcément les ressources adéquates. Vous disiez, elles sont accompagnées, mais peut-être qu'il y a des points de complexité, lesquels sont-ils et comment vous l'élevez ? Oui, je dirais que la DLP, c'est à la fois universel,
parce que lorsque l'on parle de numéro de carte bancaire, lorsque l'on parle de numéro de sécurité sociale, lorsque l'on parle de tout un tas de données qui sont communes, soit uniquement sur le territoire franco-français mais ou à l'Europe, eh bien, on a des règles prédéfinies qui vont nous permettre de répondre rapidement à ce type de besoin. Par contre, il faut une volonté de la direction générale des métiers, une prise de conscience qui est que la donnée est importante et effectivement, dans ce cas-là, il va falloir du temps humain pour pouvoir analyser et mettre les règles qui vont bien sur la solution de DLP. Encore une fois, notre objectif est de faciliter cette phase d'apprentissage, si je puis dire, même si elle se termine jamais, avec des guides pas à pas, des wizards. Donc on va avoir des templates dans lesquels on va poser des questions, on va remonter certaines informations et à partir de là, l'utilisateur va faire suivant, en répondant à des questions et en affinant ainsi ses politiques de sécurité. Oui, c'est des mécanismes qui suffisent, c'est plutôt de l'appropriation de l'outil, mais est-ce qu'après il y a des prérequis, où vous aidez d'un point de vue technique peut-être? Alors, on accompagne toujours les clients techniquement, que ce soit à la fois sur l'infrastructure, mais également sur la compréhension des données qu'ils en ont. Et dans un projet DLP, je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier l'humain qui est au cœur du projet DLP, parce que vous pouvez avoir la meilleure des solutions si l'humain a décidé de sortir la donnée, il y arrivera. Et donc du coup, quand vous faites un projet DLP, l'accompagnement des utilisateurs est très important, déjà pour leur dire qu'on n'est pas là pour juste les fliquer. La plupart du temps d'ailleurs, l'utilisateur le vit bien parce que celui qui n'a rien à se reprocher comprend qu'on peut avoir des mécanismes de protection lorsque l'on est dans une voiture d'entreprise par exemple. Vous signez une charte de bonne conduite, vous ne buvez pas lorsque vous conduisez, c'est évident. Il en est de même lorsqu'on utilise son outil informatique. Le but n'est pas de faire en sorte que l'utilisateur soit bridé, mais que l'utilisateur soit aussi protégé, qu'il protège son entreprise et que de fait, quand on a des informations sensibles, celles-ci ne se retrouvent pas, par exemple, chez des concurrents ou dans le darknet. Sur la partie métier, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le COMEX, en tout cas le responsable à l'intérieur de la PME, PMI, ait des informations. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits éléments d'indicateurs? Qu'est-ce qu'il reçoit? Parce qu'en général, il faut aussi que ça soit rapide, précis, concis. Quels sont les indicateurs qu'il reçoit, les alertes qu'il reçoit? Il va recevoir des informations sur le volume, par exemple, des données échangées et les domaines vers lesquels ces données sont envoyées. Des informations qui vont lui permettre de juger de la sensibilité des informations qui transitent au sein de ses équipes et surtout vers l'extérieur. Est-ce que vous avez un exemple pareil à nous partager sur justement la DLP in situ? Oui, alors il y a deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, je pense que si on revient un peu sur la sensibilisation, je pense que la série du Bureau des légendes a quand même marqué les esprits. Après, on peut aimer ou on n'aime pas, mais ça a marqué les esprits, notamment, je me souviens au début de la série où on explique à la psychologue, je crois, qui arrive, on lui dit, voilà, ça c'est le destructeur de documents, ça c'est ton bureau, une armoire sous clé, et quand tu pars le soir, eh bien, aucun document. Et bon, à un moment, elle se rend compte d'ailleurs au restaurant un soir qu'elle est partie avec des documents. Et je pense que ça aide aussi à sensibiliser les utilisateurs. On travaille pas tous avec des documents hyper confidentiels, mais ça nous permet quand même de prendre la mesure qu'un dossier, ça peut être laissé sur une table et des yeux qui ne devraient pas y avoir accès peuvent y avoir accès, et encore plus en mode électronique. Et puis pour continuer dans cet exemple-là aussi, on se souvient, nous, d'avoir eu l'appel d'un concessionnaire d'une grande marque plutôt de luxe, de prestige, de voitures, qui nous dit un jour, j'ai un commercial d'une grande marque prestigieuse également d'en face qui vient avec une clé USB qui nous dit voilà, embauchez-moi, et sur cette clé il y a un grand nombre de clients de ma concession, on va faire un tabac ensemble. Et son réflexe a été de ne pas l'embaucher. Ça peut être évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et surtout de se dire, mais est-ce que moi j'ai tous mes commerciaux qui ont cette possibilité de le faire? Et il s'est aperçu que oui. Donc il a renforcé la protection de sa société en nous appelant et en nous demandant de l'aider à verrouiller, à leur permettre de travailler, mais à verrouiller quand même la possibilité de voir ces informations personnelles sortir de son entreprise.
Alors justement, sur la partie, vous avez évoqué le secteur de l'automobile avec le concessionnaire. Dans le secteur automobile, on a aussi une bonne partie d'industriels. Comment aujourd'hui on intègre la DLP à ce niveau-là, justement, sur le secteur industriel? Intégrer les métiers, c'est d'autant plus important dans le secteur industriel que beaucoup d'informations sensibles se retrouvent dans les usines, sur le terrain. Donc pour cela, on va sensibiliser, accompagner les directions métiers et les utilisateurs vers plus de prise de conscience qu'ils manipulent eux aussi des informations sensibles. On avait un peu la problématique avec la DLP, comme j'expliquais au début de cet entretien. C'est un terme qui est connu, en tout cas qui est un petit peu ancien. Par contre, il avait, entre guillemets, mauvaise réputation, parce qu'il intervenait souvent, on utilisait la DLP en mode patch ou en mode correctif. Et une fois que l'attaque était passée, comment on fait pour réhabiliter justement cette DLP, où aujourd'hui on est plus dans le mode détection et plus nécessairement dans le mode prévention a posteriori? C'est important que le projet soit porté par le COMEX, la direction générale, quelle que soit la taille de l'entreprise. Encore une fois, il y a des entreprises pour lesquelles c'est une culture qui est facilement acceptée, donc dans le milieu bancaire ou dans d'autres milieux où on manipule des informations très sensibles et tout le monde le sait. Dans les PME, dans les ETI, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'approche de la DLP, si on s'adresse à la PME et à l'ETI, ça peut tout à fait être une petite partie d'une grande entreprise, si celle-ci n'a pas déjà de solution, ou dans une entreprise, simplement la R&D qui va avoir un espace plutôt délimité, et on sait que on fait attention aux données qui sont dans cet espace-là. Et ça peut être un bon exemple pour montrer qu'on peut tout à fait travailler. Ça valorise également l'entreprise. Une entreprise qui a du savoir, de la technologie, souvent ses employés sont fiers de travailler et de faire avancer la R&D par exemple. Donc c'est valorisant de leur dire nous avons des données sensibles, confidentielles, stratégiques, nous en prenons soin, on vous fait confiance, mais il y a énormément de raisons pour lesquelles les données peuvent fuiter et vous n'en êtes pas forcément toujours à l'origine. Peut-être une dernière question pour faire de la DLP et d'autres choses. Il y a aussi une légitimité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications autour de EZ, là en tant que société par exemple? Oui, EZ, c'est aujourd'hui le premier éditeur d'origine européen au niveau mondial. Nous sommes 4e du classement mondial. C'est plus de 2500 personnes, 13 centres de recherche et développement répartis dans le monde, plus de 600 chercheurs. Nous avons d'ailleurs un blog qui est très très intéressant sur à la fois le côté grand public, mais également le côté professionnel. Nous produisons beaucoup d'études sur des menaces diverses et variées, en particulier sur le milieu industriel. Aujourd'hui, EZ, c'est un acteur avec lequel on a plaisir à travailler. C'est le retour que l'on a de nos clients. Benoît Grunewald, merci beaucoup pour cet échange et cette présentation. À bientôt. Merci.